Lorsque l'Allemagne a déclenché l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique, la force, l'armada, la force militaire qui a été lancée contre l'URSS était une véritable Europe. Il n'y avait pas d'unité suisse. Et je ne sais pas, il y a peut-être encore un ou deux pays qui n'ont pas fourni de soldats. Je sais que la Suisse et la Serbie n'ont pas fourni, mes deux pays n'ont pas fourni de soldats et j'en suis très fier. Mais les autres ont tous fourni. Parce que ce projet, d'une part parce qu'ils avaient très peur de la révolution bolchevique, ce qui est normal, vu ce qu'elle promettait, et vu ce qu'elle avait fait aux Russes, ça c'est normal, mais il y a aussi le fait que le projet nazi, national-socialiste, séduisait beaucoup de gens en Europe. Alors évidemment, il y a un noyau allemand, l'Allemagne au-dessus de tout, mais le racisme allemand ne menaçait pas les Français, les Hollandais ou les Espagnols. Il menaçait les Slaves, les Juifs. Donc on pouvait s'en accommoder. Et ça, c'est un spectre, à mon avis, qui nous hante. Oui. Vous écrivez d'ailleurs dans une de vos lettres, enfin dans un de vos numéros de l'Antipresse, que la tentation nazie hante l'Occident comme un tabou érotique. Oui, comme un tabou érotique. Mais attendez, vous m'avez envoyé dans un mail, et je suis allé, parce que j'oublie ce que j'écris, je suis allé rechercher, est-ce que j'ai... Ah oui, parce que il me fallait le contexte, alors je suis allé retrouver le contexte de cette citation. Alors c'était à propos des événements du Canada. C'est ça, avec Monsieur Unka. Monsieur Unka. Alors, de deux choses l'une, donc soit le corps législatif canadien qui a, je vous le rappelle, vous le savez, fait une standing ovation à un vieux nazi, soit le corps législatif canadien fait l'idiot, soit il est idiot. La première option n'est pas à écarter. La tentation nazie hante l'Occident comme un tabou érotique. La proscription minutieuse de tous les symboles hitlériens relève du fétichisme à l'envers. Cachez cette cravache que je ne saurais voir. J'ai mis le Tartuffe moderne, adepte du bondage et des sexualités perverses. C'est vrai. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, d'ailleurs c'est ce que je mentionne dans la suite de cet article, c'est que ici en Europe de l'Ouest, un gosse qui spraye une croix gammée sur un mur, il va en prison. Des gens qui achètent le commerce de médailles ou d'uniformes du Troisième Reich. Des reliques du Troisième Reich, c'est très suspect. Les skinheads en Suisse, c'est le danger numéro 1 pour la démocratie. Quand le même phénomène apparaît, mais à un niveau massif en Ukraine, ça ne dérange personne. Au contraire, on leur donne des armes. Le Canada a formé ces gens militairement, avant que de faire cette gaffe avec ce vieux monsieur. En revanche, dans des pays d'Europe de l'Est, comme la Grèce, qui a aussi été occupée et qui a énormément souffert du national-socialisme, vous n'avez pas cette... Bon, quoi, ils se promènent avec une... Qu'est-ce qu'on en a à faire avec un... Bon, il ne faut quand même pas mettre le brassard, mais enfin... Il n'y a pas cette espèce d'hystérie. En revanche, lorsque un néo-nazi du bataillon Azov est apparu aux côtés du président Zelensky dans une communication vidéo avec le Parlement ukrainien, toute la gauche et toute la droite du Parlement sont sortis. Ce qui ne se serait pas passé en France, où on a cette espèce de fétichisme, de l'antifétichisme des symboles nazis. Vous avez un nazi qui vous parle, je suis sûr que tout le monde serait resté. En Grèce, il n'est resté que le centre libéral, qui trouvait ça normal de se faire, de donner une tribune à un vrai nazi. C'est intéressant comme paradoxe. Que pensez-vous de la... je pense que vous connaissez l'historien Ioan Chapoutot, oui. Qui écrit, donc c'est un historien qui est spécialisé sur le nazisme, et puis qui, lui, fait le lien vraiment entre la modernité occidentale et le nazisme, oui. Et pense que justement le nazisme provient de cette modernité. Qu'en pensez-vous? Ah, oui, alors... Il explique que tout le management, n'est-ce pas, l'esprit du management en particulier, est un héritage du national-socialisme.
Mais les autoroutes aussi sont un héritage du national-socialisme, n'est-ce pas? Mais je pense qu'effectivement, il y a là quelque chose. D'ailleurs, c'est un sujet que je traite assez souvent dans l'Antipresse, ou que nous traitons, parce qu'il y a aussi des articles d'Ariane Biran là-dessus. La question de pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à décoller du national-socialisme? Eh bien, pour le comprendre, je pense qu'il faut ne pas confondre le genre et l'espèce. Ce qui se passe aujourd'hui et qui fait penser à cela, ce n'est pas une sous-espèce ou une espèce du genre qu'est le nazisme. Le nazisme et les événements ou les phénomènes que nous observons aujourd'hui sont des espèces d'un grand genre qui englobe le tout, qui est la volonté de puissance moderne, dont les manifestations se ressemblent. Je vous rappelle que dans tous nos pays, enfin dans beaucoup de nos pays, on a pratiqué la stérilisation des malades mentaux ou des enfants orphelins. Oui, c'est l'eugénisme. D'ailleurs, c'était au XIXe siècle. Alors, l'eugénisme, c'était la science à la mode dans tout le monde développé au XIXe siècle. L'efficacité, le taylorisme, qui ensuite va donner le management, c'est pas Adolf Hitler qui l'a inventé. La substitution de l'homme au créateur, c'est pas Hitler qui l'a inventé. Nietzsche déjà a fait le constat. Je ne dis pas que Nietzsche a été le précurseur du nazisme, je dis que Nietzsche a constaté qu'une fois que Dieu est mort, l'homme se prend pour Dieu et il croit qu'il peut recréer le monde. Et donc qu'il peut disposer du monde. Et qu'il peut disposer des autres humains, entre autres. Ce que l'humanité traditionnelle, d'avant cette explosion de l'hubris, de la volonté de puissance, l'humanité traditionnelle n'aurait jamais pensé. Il n'y a pas une société précédant la nôtre qui ne se soit pas soumise, même de manière très formelle et purement extérieure, mais qui ne se soit soumise à l'idée qu'il y a une instance hors de l'humanité, supérieure à l'humanité, qui nous dicte nos codes de conduite, qui nous dicte nos limites. Nous sommes dans un monde qui ne se connaît pas de limites. Autre citation, dans ce domaine. Alors, je vous ai parlé de l'abolition de l'homme, mais il y a encore autre chose. Je tombe, il y a quelques jours, sur un entretien absolument passionnant entre un mathématicien américain, philosophe des sciences et métaphysicien, qui est encore vivant, je crois, il a passé 90 ans, qui s'appelle Wolfgang Schmidt, et un docteur de la loi, un érudit musulman qui s'appelle Muzaffar Iqbal, qui préside un centre d'études islamiques au Canada. Et une remarque de Wolfgang Schmidt me hante. Je vous la cite. Avec l'introduction du monde moderne, il n'y a plus de monde supérieur, genre paradis, dans lequel voler. Alors qu'ont fait les gnostiques? Rappelle ce que je disais à propos de Théodore Roszak. Ils ont remplacé l'idée d'aller dans un monde supérieur par l'idée d'un monde futur. Et c'est là que Teilhard de Chardin et son modernisme, le théologien, le scientifique catholique hérétique, et son modernisme entrent en jeu, car c'est exactement ce dont il est question ici. En fin de compte, Teilhard de Chardin n'était pas seulement possédé, mais il était le prophète du néonazisme. Et l'idée centrale du néonazisme, c'est l'évolution, c'est-à-dire que vous remplacez Dieu par l'évolution, le perfectionnement de l'humain. Ainsi, au lieu que Dieu soit le créateur, l'univers se crée lui-même et nous créons nous-mêmes. Et donc, selon Teilhard de Chardin, nous finissons par devenir Dieu grâce à l'évolution. Alors, il n'est donc pas étonnant que ce mouvement ait été incroyablement puissant. Il s'est emparé de la quasi-totalité de notre enseignement supérieur, et maintenant il s'étend même aux classes inférieures des écoles, et les enfants se voient enseigner des choses purement sataniques. Sataniques contre l'humain tel qu'il est. C'est ça, donc, ouais. J'enchaîne. Notre entretien n'est qu'une suite de lectures, parce que pour moi,
une des bases, disons, vous avez posé une question, je fais une petite incise, vous avez posé une question au début me demandant comment on fait aujourd'hui pour retrouver ces repères, n'est-ce pas? Les repères, ils sont déjà tous tracés. L'humanité, l'histoire de l'humanité est émaillée de petites miettes de pain ou de petits cailloux du petit poussé, ou de phares, comme la côte bretonne, de phares qui sont les êtres humains, les témoins, les artistes, les philosophes, qui nous ont laissé l'empreinte, les traces de la conscience humaine face au mal. Il ne date pas d'hier, le mal. Et la dénaturation de l'être humain ne date pas d'hier. Et il y a toujours eu ce problème. Et il y a toujours eu des penseurs, des philosophes, des mystiques, des poètes, pour nous dire, 1, c'est pas perdu, 2, ils vont pas gagner. De 3, le seul moyen de résister, c'est de toujours nous ancrer dans ce qui est humain.